Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas me tromper. Non, venez par là pour que vous entrez dans le cadrage. D'accord. Voilà, merci. Attendez, je vous règle ça. Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour les organisateurs, pour leur aimable invitation. Je voudrais dire tout le plaisir de me trouver dans cette ville deux fois martyre, en 54 et en 80, et ville révolutionnaire. On connaît très bien Hassiba Ben Bouali et les sœurs Bedj et d'autres encore. Donc, je vais parler de la prise en charge des nodules thyroïdiens. Alors que je me retrouve. Alors, dans les années 80, pour faire le diagnostic d'un nodule thyroïdien, il fallait pas. D'accord. Je peux l'enlever? D'accord. Donc, dans les années 80, il fallait palper un nodule parce qu'il n'y avait ni échographe. Ah, d'accord. Il fallait le découvrir à la palpation, à l'inspection. Actuellement, donc, tout nodule qui a été décelé cliniquement, ou découvert, donc incidentalome découvert à l'échographie, bénéficie d'une échographie. Entre 80 et 2000, l'échographie puis la cytologie ont fait augmenter le nombre de cancers de la thyroïde. Le nodule thyroïdien est très fréquent. 3 à 7% de la population mondiale ont un nodule thyroïdien palpable et 65 à 70% sont mis en évidence au dépistage échographique, dire si c'est important, et aux études autopsiques, presque la moitié des je dirais pas patients, mais des cadavres ont un adénome thyroïdien. Actuellement, il y a de plus en plus d'incidentalomes. On les découvre à l'examen Doppler des vaisseaux du cou, donc dans 9,5% des cas. 16% sont découverts au scanner ou à l'IRM. Et 1 à 2% des nodules thyroïdiens qui sont mis en évidence au PET scan, donc sont malins dans 33 et jusqu'à 55% des cas. Ces nodules thyroïdiens sont solitaires dans la moitié des cas. Leur incidence augmente avec l'âge, le sexe, la grossesse, les antécédents personnels d'irradiation de la tête et du cou, les antécédents familiaux de goitre ou dans les zones d'endémie goitreuse. Le cancer de la thyroïde est en augmentation de par le monde, mais la mortalité de ce cancer reste stable depuis plusieurs années. Alors, on voit ici sur cette plaque de Mazaferi, en 93, donc l'augmentation avec l'âge des nodules thyroïdiens, ceux découverts à la palpation et ceux beaucoup plus nombreux qui ont été découverts à l'échographie ou à l'autopsie. Alors, que deviennent les nodules thyroïdiens bénins? Ces nodules thyroïdiens, dans 2/3 des cas, ils ne bougent pas. 66% des cas, ils restent stables. Ils peuvent augmenter de volume, 15% des cas, ou ils peuvent diminuer de volume. Donc ici, on voit l'augmentation de l'incidence du cancer de la thyroïde. Cette augmentation, donc l'augmentation globale est à venir. Il y a une augmentation importante qui est prévue, mais elle se fait surtout aux dépens du cancer papillaire de la thyroïde. Les autres cancers n'ont pas bougé. Donc, quel est le but devant un nodule thyroïdien? Quel est le but? Ce but, c'est d'abord de déceler, de diagnostiquer le sous-groupe non négligeable de cancer de la thyroïde, qui sont d'environ 10%. Dans un deuxième temps, donc, rechercher les nodules qui sont pertinents. Quels sont les nodules pertinents? Ceux qui entraînent des signes compressifs, donc type dysphagie, dysphonie, dyspnée, ou qui entraînent une dysthyroïdie, que ce soit une hyper- ou une hypothyroïdie. Il faut savoir que 90% des nodules thyroïdiens sont bénins, 95% sont donc asymptomatiques et le reste durant toute la durée du suivi. Donc, but principal, identifier la nature et sélectionner les nodules qui vont bénéficier, donc qui soient bénins ou malins, qui vont bénéficier d'une intervention. Et là, on essaie de faire de moins en moins d'interventions chirurgicales et il y a actuellement donc des alternatives au traitement chirurgical. Comment explorer un nodule? D'abord, il y a la démarche diagnostique, il y a l'interrogatoire, il y a l'examen clinique, et dans un deuxième temps, il y a les examens paracliniques qui sont la biologie et l'imagerie. Donc, à l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher les facteurs favorisants de goitre, on va rechercher les signes de dysthyroïdie, que ce soit l'hyper ou l'hypo, les signes de compression,
les modalités d'apparition, et souvent ces modalités peuvent nous donner une orientation diagnostique. Par exemple, si un nodule apparaît brutalement et qu'il est douloureux, on pense à l'hématocèle. Si le nodule est accompagné de fièvre et douloureux, on pense à une thyroïdite subaiguë. Nodule et signe d'hyperthyroïdie, c'est l'adénome toxique. Nodule et signe d'hypothyroïdie, on pense à la thyroïdite d'Hashimoto. Et quand on a à l'examen clinique un nodule qui est dur, fixe, compressif, accompagné d'adénopathie, on suspecte le cancer. Maintenant, quels sont les facteurs de risque en faveur du cancer? C'est l'âge, un âge de moins de 16 ans ou de plus de 65 ans, le sexe masculin, les antécédents familiaux de cancer papillaire de la thyroïde, il faut qu'il y ait au moins plus de 2 cas pour parler de cancer familial, les mutations de l'oncogène RET, les antécédents, on en a parlé d'irradiation de la tête ou du cou, l'exposition au rayonnement ionisant, et là c'était le cas de Tchernobyl, ça a augmenté par plus de 100 le nombre de cancers de la thyroïde chez l'enfant, les nodules d'apparition récente ou de croissance rapide, et puis les gros nodules supérieurs à 4, c'est en faveur donc de la suspicion d'un cancer, accompagnés donc de dysphonie, d'adénopathie, de métastases à distance, un nodule qui fixe au système IBI, un nodule qui fixe, on a parlé du PET scan, une fixation en foyer, donc au niveau du PET scan, et un taux de calcitonine supérieur à 100 picogrammes. Maintenant, quel dosage faire? Donc, pour simplifier, on fait la TSH. La TSH, si elle est normale, on fait pas, si elle est normale ou élevée, pas de scintigraphie. Si la TSH est basse, on fait une scintigraphie. Et là, c'est de fortes recommandations avec des niveaux de preuve moyens. Maintenant, qu'en est-il de la thyroglobuline? La thyroglobuline, il n'y a aucun intérêt à la doser. Elle n'est pas spécifique et il n'est pas recommandé de faire son dosage. De même que la calcitonine. Qu'est-ce que c'est que la calcitonine? Elle est sécrétée par les cellules C parafolliculaires et on la retrouve dans le cancer médulaire de la thyroïde. Donc, ce n'est pas recommandé parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour recommander de la faire systématiquement. Maintenant, le diagnostic d'un nodule thyroïdien repose sur 2 choses. D'abord sur l'échographie, ensuite sur la cytologie. L'échographie, elle va permettre de donner, c'est elle qui va trancher et dire quel nodule doit être cytoponctionné. Alors, donc, dans les recommandations actuelles, ça c'est les recommandations de l'ATA, il y a eu les recommandations de l'American Association de Clinical Endocrinologists en 2016, il y a eu les recommandations en 2017, il y a eu beaucoup de recommandations, tant sur le plan clinique que sur l'échographie et les classifications TI-RADS. Donc, l'échographie est recommandée. C'est obligatoire de faire une échographie devant tout nodule thyroïdien connu ou suspecté. Et l'échographie sert à la prise de décision, c'est elle qui va dire il faut faire une cytoponction. Et la cytoponction est également recommandée puisque c'est la procédure de choix pour évaluer un adénome thyroïdien. Alors, je vais vous parler du TI-RADS. Donc, TI-RADS, c'était en 2009, Rovax, donc sur le modèle du BI-RADS pour le sein. Donc, c'est lui qui a, donc, sur ce modèle-là, établi pour la première fois donc, une stratification du risque de malignité d'un adénome de la thyroïde, d'un nodule thyroïdien. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi, ce TI-RADS? D'abord, c'est pour une homogénéisation, pour avoir le même langage. Donc, il y a un lexique qui codifie les termes. Et il y a des comptes rendus standardisés, on va le voir. Et quels sont les critères de sélection? Donc, les catégories vont de 1 à 5, du normal au risque élevé. Et les recommandations, quoi faire donc, devant tel ou tel nodule. Et quel est le seuil à partir duquel on va demander la cytoponction. Cette classification, elle permet de détecter 96% des cancers thyroïdiens et d'éliminer, de considérer un nodule comme très probablement bénin avec un faible risque d'erreur de moins de 2 à 4%. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le compte rendu standardisé dans les recommandations européennes pour le TI-RADS. Donc donner le motif de l'examen, quelle est la technique utilisée, les résultats, donc le volume du goitre, le nombre de nodules. Et il est obligatoire de faire un schéma en projetant les nodules sur ce schéma, en donnant des numéros à ces nodules, et ces numéros ne doivent pas être changés. Si le nodule disparaît, ne pas donner son numéro à un autre nodule, et donc, en fin de compte, donner le résumé donc, de cette classification TI-RADS et dire quoi faire, quel nodule doit être cytoponctionné. Alors, je vais vous parler de l'ATA, donc des recommandations de l'American Thyroid Association. Il y a d'autres recommandations. Donc, par commodité, je vais vous parler de ça et je vais vous parler du TI-RADS européen. Donc, eux, ils classent le risque. Ça va de risque élevé, de bénin à risque élevé ou de élevé à... Bon, le bénin, si on commence par le bénin, je ne sais pas, j'ai le... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors...
voilà, si on part du bénin, donc le bénin, c'est un nodule pour la classification de l'ATA, c'est un nodule purement kystique. Il n'y a pas de composante solide et le risque de malité est de moins de 1 et ce n'est pas nécessaire de faire une cytoponction. Le très faible risque, ce sont les nodules spongiformes qu'on va voir, donc, ou partiellement kystiques, sans caractère suspect. Le risque ici est faible et on fait la cytoponction à partir de 2 cm. Le faible risque, c'est les nodules solides, isoécogènes ou hyperécogènes. On va les voir sur des photos. Donc là aussi, le risque n'est pas très élevé et on fait une cytoponction à 1,5 cm. Le risque intermédiaire, c'est le nodule solide hypoécogène sans autre caractère suspect et la cytoponction est recommandée à plus de 1 cm. Le risque élevé quand il y a à la fois le caractère hypoécogène et un des caractères suspects qui sont des contours irréguliers, infiltrants, microlobulés, spéculés, la présence de microcalcification, forme plus épaisse que large, bord calcifié ou preuve de défraction thyroïdienne. Donc là, vous remarquez qu'ici, on ne fait pas la cytoponction d'un nodule de moins de 1 cm. Donc, sauf dans certaines situations. Donc, un nodule de moins de 5 cm, même s'il a des signes de suspicion, sauf dans certaines situations qu'on va voir, il est inutile de demander sa cytoponction. Alors, le TI-RADS français, il y avait le French TI-RADS. Maintenant, ils ont fait l'European TI-RADS, c'est en 2017. Ils l'ont simplifié. Donc, on va voir les catégories 1, 2, 3 ne sont pas modifiées. La catégorie 4A est devenue 4. La 4B a été fusionnée avec le 5. Et de nombreux signes de forte suspicion ne sont plus pris en compte dans un but de simplification. Et la présence d'adénopathie ne modifie pas le score. Donc, on va voir ce French TI-RADS. Le TI-RADS 1, c'est pas de nodule. Ici, donc, s'il n'y a pas de nodule, le risque de malignité est nul, aucun. Donc, bien sûr, on n'a rien à cytoponctionner. Le TI-RADS de bénin, kyste pur, entièrement spongiforme, le risque de malignité est de 0. Il n'indique pas de faire la cytoponction, sauf à des fins thérapeutiques. Par exemple, si on a un kyste qui est compressif, on fait la vidange de ce kyste. Et s'il se reforme, bien sûr, il y a d'autres alternatives thérapeutiques. Le TI-RADS 3, c'est l'ovale lisse iso-hyperécogène sans caractère de forte suspicion. Là aussi, le risque est faible. Là, on fait la cytoponction à partir de 2 cm. TI-RADS 4, c'est un risque intermédiaire à partir de 15 mm. Et le haut risque, bien entendu, c'est à partir de 10 mm qu'on fait donc la cytoponction. Quels sont les caractères de haut risque? Il y a la forme irrégulière qui est non ovale, des contours irréguliers, la présence de microcalcification et un aspect hypoécogène marqué qu'on va voir sur les photos. Donc aussi, ce que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'entre le 3, c'est-à-dire entre le risque intermédiaire et le risque faible, il y a le nodule hypoécogène. Quand on a l'aspect hypoécogène, on est dans le risque intermédiaire. Et ici, vous voyez, ici, entre le 3 et le 4, c'est l'aspect hypoécogène qui change. Dès qu'on a un aspect hypoécogène, on est dans le 4. Alors, comment décrire un nodule? Peut-être là, il faut aller vite. Je ne sais pas, peut-être il n'y a pas de... Donc, c'est la forme, elle peut être régulière, irrégulière. Les contours, ils peuvent être réguliers ou anguleux ou lobulés. Et le contenu, il y a l'écostructure qui peut être solide, liquide ou mixte. L'écogénicité hyper-iso ou modérément ou fortement hypoécogène. Les calcifications qui peuvent être micro- ou macro-calcifications. Et les macro-calcifications peuvent être centrales ou périphériques, plus ou moins discontinues. La vascularisation, absente ou présente ou mixte ou centrale ou diffuse. On va passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, les aspects bénins. Aspect bénin, très probablement bénin, aucun des 5 signes majeurs qu'on a vus, soit iso ou hyperécogène, là, il est très probablement bénin. Et constamment bénin, c'est le kyste simple, c'est le nodule spongiforme, c'est l'aspect white knight, c'est chevalier blanc, une macrocalcification isolée, une thyroïdite subaiguë ou un amas isoécogène de nodules confluents. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, c'est un peu une synthèse de ce qui a été dit. Donc, pour permettre la classification, quand on a au moins un signe de forte suspicion, un seul, on est dans le haut risque. Et le haut risque, il constitue 4% des nodules. Quand on n'a aucun signe de forte suspicion, alors, on va commencer par le bénin, c'est le spongiforme ou l'entièrement kystique. Là, il est bénin, le risque de malignité 0, et c'est 5% du nodule qui sont dans cette catégorie. L'entièrement isoécogène ou hyperécogène, donc,
c'est le risque faible, et on est dans le TIRADS 3. Là, le risque de malignité aussi est faible de 2 à 4%, et c'est les 63% des nodules qui sont classés dans cette catégorie. Le modérément hypoéchogène, donc dès qu'il y a un peu d'hypoéchogène, on est dans le risque intermédiaire ou dans le TIRADS 4, et là, c'est 28% des nodules qui se trouvent dans cette situation. Donc ici, il y a eu récemment Tesler, donc l'American College des radiologues qui ont fait une classification, et cette classification est pondérée, c'est sur un ensemble de points. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc c'est sur le contenu. Donc quand on a un contenu kystique 0 point, spongiforme 0 point, mais dès qu'on a donc que c'est mixte ou que c'est donc solide, on a 1 et 2 points. L'échogénicité, c'est la même chose, plus c'est hypoéchogène, plus le nombre de points est important. Les contours, donc la forme qui est plus épaisse que large, on a 3 points, pas les contours, la forme ici. Les contours ici, ça varie, donc ils sont lisses, etc. Et moins ils sont lisses, plus le nombre de points augmente. Et quand il y a une effraction extracapsulaire, c'est 3 points. Et les foyers hypoéchogènes, donc là aussi, c'est par point. Donc quand il y a des whites, etc., il n'y a pas beaucoup de points. Et quand il y a des microcalcifications, ça augmente. Et là, c'est pondéré par points. 0 point, on est dans le bénin, donc pas de cytoponction. 2 points, c'est pas suspect, pas de cytoponction. 3 points, on est dans le légèrement suspect. Donc, eux, ils considèrent, donc, les radiologues américains, que c'est au-delà de 2,5 cm qu'il faut cytoponctionner quand on a 3 points, et le suivre au-delà de 1,5 cm. 4 à 6 points, on est dans le modérément suspect, et ils considèrent qu'il faut faire la cytoponction au-delà de 1,5 cm. 7 points, c'est suspect, et c'est à partir de 1 cm. Maintenant, les adénopathies, il y a les adénopathies inflammatoires et métastatiques. Le caractère... Aïe, comment j'ai fait ? J'ai des difficultés avec le... Voilà. Donc, l'augmentation, un nodule métastatique est plutôt augmenté de taille, ou soit écostructure solide anormale, des zones kystiques, la présence de microcalcification, une forme ronde, absence de hile. Donc, c'est en faveur d'un nodule... c'est en faveur d'un nodule kystique et métastatique, pardon. Et la recommandation est qu'il faut systématiquement, quand on fait une évaluation échographique, donc de rechercher donc les adénopathies. Et c'est obligatoire pour les nodules thyroïdiens à risque intermédiaire ou élevé. Quand on a une adénopathie suspecte, on fait la cytoponction du nodule le plus suspect, plus celle du ganglion. Et dans ce cas, si possible, et peut-être il faut le faire, c'est recommandé, de faire donc le lavage, de doser la thyroglobuline dans le liquide de lavage. Ici, donc, c'est juste pour vous montrer quels sont les caractères. Ici, on a la valeur prédictive positive de la malignité, et on voit que l'hypoéchogénicité est donc valeur prédictive positive important, suivi des microcalcifications, les contours irréguliers. Ici, il n'en parle pas dans les recommandations à la rigidité, donc plus il est rigide, plus il est suspect. Les contours, la forme irrégulière. La vascularisation centrale, mais n'est pas prise en compte, mais plus il est isoéchogène ou hyperéchogène, moins il est suspect, plus il est hypoéchogène, plus il est suspect. Alors ici, on va voir les photos, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est les photos de l'ATA. Donc ici, on voit les caractères de haute suspicion. Ici, vous avez un nodule, et ici, vous avez la présence de microcalcification, donc en faveur de la malignité. L'aspect hypoéchogène. Hypoéchogène, c'est plus hypoéchogène que la glande, et encore plus quand c'est très profond que les muscles de la sangle thyroïdienne. Ici, on a les contours qui sont irréguliers. Ici, il y a une effraction, donc capsulaire. Ici, il y a des calcifications qui sont interrompues. Ici, il y a une présence d'adénopathie. Et là, suspicion intermédiaire, on voit que c'est un aspect hypoéchogène solide, irrégulier, donc contour régulier. Ici, faible suspicion, on a l'aspect hyperéchogène solide régulier, l'aspect isoéchogène. Et là, si vous voyez, c'est ici l'aspect donc spongiforme. Spongiforme, on va le voir mieux sur une autre diapo. Donc là aussi, c'est le risque est très faible ou partiellement kystique. Et là, le bénin, c'est moins de 1%, donc entièrement kystique.
Ici, donc, on l'a vu à peu près, mais on voit mieux ici, l'aspect icogène avec les microcalcifications. Ici, l'aspect icogène avec irrégulier. Hypoécogène, contour irrégulier, et ici, plus épais que large. Ici, l'aspect hypoécogène, contour irrégulier avec une effraction de la capsule. Donc, et le reste, on a vu, l'infraction. Donc, nodule thyroïdien solide, rond, isoécogène au contour et à la forme régulière. Comment vous allez le classer? TI-RADS 3. TI-RADS 3. Donc là, c'est la collection de Gilles Russe. Ici, un nodule moyennement hétérogène avec des zones isoécogènes et légèrement hypoécogènes. Donc, dès qu'il y a de l'hypoécogénicité, on classe en 4. Ici, c'était le 4A. Maintenant, le 4A est devenu 4 et le 4B a été fusionné avec le 5. Là, c'est un nodule rond isoécogène, contour et à la forme régulière, sans calcification. Donc là aussi, c'est un TI-RADS 3, bénin à la cytologie. Là aussi, donc c'est forme contour TI-RADS 4A, on l'a vu, on va passer. TI-RADS 4B, attendez, je vais vous montrer le TI-RADS 4B. Donc ici, solide avec contour mal défini, c'est un des signes de forte suspicion. Microcalcification, on a 2 signes de forte suspicion. Donc automatiquement, on le classe dans le 5. Dès qu'il y a un signe de forte suspicion, on est dans le 5. Alors, on va peut-être passer. Donc là, c'est surtout l'aspect, soit ici, c'est solide, ici, qui est essentiellement solide, plus grande partie qui est solide, ici, essentiellement kystique, il y a une petite zone solide, et ici, entièrement kystique. Alors, là, c'est un aspect hypoécogène, donc masse isoécogène, lisse, bien définie. Et là, c'était l'aspect que je voulais vous montrer des chevaliers blancs. Donc, c'est un aspect en faveur de la bénignité. Là, ici, c'est la forme. Ici, vous avez donc une forme ovoïde à ronde, ici. Ici, vous avez la forme plus épaisse que large, qui est un signe de suspicion, et une forme irrégulière, qui est un signe de suspicion. Donc, on va passer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur l'écogénicité des nodules. Les calcifications des nodules. Ici, en A, vous avez des microcalcifications qui ne sont pas très bien visibles. Ici, dans le B, vous avez au centre du nodule une macrocalcification. Et ici, vous avez un nodule. Donc, calcification de la bordure en petits nodules, en étrier. Alors ici, on avait parlé donc du nodule. Donc, c'est un TI-RADS 5 malin. Ici, forme irrégulière, plus épaisse que large, contour irrégulier et lobulé, donc c'est en faveur de la malignité. Et à l'élastographie, il est presque entièrement bleu, ce qui suggère une rigidité élevée, et la rigidité élevée est en faveur de la malignité. Donc on a vu tout ça, je pense qu'on va passer. Microcalcification et l'aspect versus aspect en queue de comète. L'aspect en queue de comète n'est pas suspect. Donc là, l'aspect en queue de comète, la différence, c'est qu'on a une zone d'ombre qu'on appelle donc un aspect en queue de comète. Voilà, ici, on le voit mieux, l'aspect en queue de comète, donc des ponctuations hyper-écogènes, aspect en queue de comète. Donc, c'est en faveur de la bénignité. Quand vous trouvez l'aspect en queue de comète, c'est en faveur de la bénignité. Ici, on a une invasion des muscles infrahyoïdiens, donc une effraction. Ici, un aspect plus épais que large, donc en faveur de la malignité. Donc, on a vu les exemples de faible suspicion, on va passer. Et là, ici, on voit bien le kyste simple entièrement kystique et un nodule spongiforme qu'on va voir mieux sur cette diapo. Donc, c'est un peu un aspect en nid d'abeille, une agrégation de composants microkystiques multiples dans plus de 50% du volume, donc l'aspect en nid d'abeille. Donc, ils sont très rarement malins, exceptionnellement malins. Le multinodulaire, le risque de malignité est similaire en présence de goitres multinodulaires ou de nodules thyroïdiens uniques. Quand vous avez un goitre multinodulaire, il faut, comme pour le nodule, vous allez les classer TI-RADS, voire les plus suspects. Donc, et vous avez les mêmes seuils d'indication de la cytoponction et le même classement pour chaque nodule. Maintenant, quand on a... l'ACR recommande de ne pas cytoponctionner plus de 2 nodules.
plus de 2 nodules, voilà, pas plus, ils disent que ça n'a pas d'intérêt. Par ailleurs, donc, quand vous pouvez avoir un goitre multinodulaire, plusieurs nodules qui ont une classification faible, donc un TI-RADS 2 à 3, et donc c'est plutôt suspect de bénignité. Donc là, on peut considérer comme bénin. Alors, les signes accessoires qui augmentent le risque de malignité, une macrocalcification périphérique discontinue, quand il y a donc une discontinuité, une interruption, une rigidité qui est élevée, une forme ronde. Ce n'est pas dans les classifications TI-RADS, mais c'est des signes accessoires. Ce n'est pas des signes majeurs, mais des signes accessoires. Une orientation ici oblique, une vascularisation centrale qui n'a pas été considérée comme dans les TI-RADS. Il y en a qui disent que ce n'est pas très fiable. Et ici, une extension extracapsulaire, donc qui est en faveur de la malignité. Au contraire, les signes qui diminuent le risque, la présence d'un halo fin, complet, une rigidité basse, une structure mixte, donc kystique et solide, la présence de granulation colloïdale, de vascularisation périphérique ou une forme très aplatie. Donc, ici, il y a la classification Bethesda, mais ce n'est pas sur celle-là. Il y a la classification Bethesda en 2006, il y a eu une classification Bethesda en 2017. Elles n'ont pas tellement changé, mais juste qu'il y a une nouvelle entité qui a été introduite. On va la voir. Donc, ici, la classification Bethesda de 2017, je crois qu'il y a après. Non. Alors, la classification, alors il y a 6. Alors, non diagnostic ou non satisfaisant, le bénin, le suspect de malignité et le malin. Mais il y a 2 là qui posent problème. C'est une atypie de signification indéterminée ou lésion folliculaire de signification indéterminée et la néoplasie folliculaire ou suspecte de malignité. Là, donc, il donne le risque de malignité et cette entité qu'on appelle le non-invasif folliculaire thyroïde. Donc, il a les caractères au niveau du noyau du papillaire, mais c'est un cancer folliculaire qui a les caractères au niveau du noyau de papillaire. Et là, soit on le considère comme bénin, soit on le considère comme malin. Et peut-être c'est ça qui fait que l'augmentation du cancer de la thyroïde. Donc, ici, si on le considère comme bénin, c'est-à-dire, d'ailleurs, il est tellement indolent, il évolue tellement lentement que certains ne le considèrent pas comme cancer et ils pensent que c'est soit un stade de pré-cancer, il peut rester toute la vie indolent. Donc ici, on voit que la fréquence, elle est nettement diminuée si on considère que cette entité n'est pas un cancer. Par contre, si on considère que c'est un cancer, on voit qu'il y a une augmentation de la fréquence, mais cette fréquence est surtout au dépend des atypies et des néoplasies folliculaires, un peu suspect de malignité, mais c'est là surtout qu'il y a augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on nous répond, vous recevez une cytoponction, on vous dit non diagnostic, il faut répéter la cytoponction éco-guidée. On vous dit bénin, pas de problème, suivi clinique et échographique. On vous dit suspect de malignité, thyroïdectomie subtotale ou lobectomie, malin, thyroïdectomie subtotale ou lobectomie. Donc, dans notre contexte, on fait plutôt la thyroïdectomie totale. Ailleurs, ils prennent beaucoup de précautions pour opérer donc, le moins de malades possible. Et ces 2 entités-là, donc dans la première entité atypie, on peut répéter la cytoponction, faire les tests moléculaires ou la lobectomie. Ici, on ne répète pas la cytoponction, on fait les tests moléculaires ou la lobectomie. Mais je crois que dans notre contexte, il faut, dans ces cas-là, préférer peut-être la lobectomie parce qu'on va parler des tests, donc ce n'est pas évident. Donc, la cytologie, quand on présence d'une cytologie non diagnostique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la cytoponction doit être répétée éco-guidée parce que c'est plus fiable, c'est plus facile quand c'est éco-guidé. Dans les nodules thyroïdiens non diagnostiques de manière répétée, sans caractère échographique de haut risque, il faut une surveillance étroite ou si on veut, on fait une exérèse chirurgicale pour le diagnostic. Et dans la chirurgie doit être envisagée si on est dans cette situation pour diagnostic histologique. Donc, si le nodule est à risque échographique élevé ou croissance rapide. La croissance rapide est définie par donc, augmentation de 20% dans 2 dimensions, de 2 mm dans 2 dimensions, ou augmentation du volume de 20%. Donc, si au cours de la surveillance, on voit qu'il y a une augmentation et qu'on est dans un risque élevé, là, on opère. Alors, la cytobénie, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, on surveille. Le nodule est bénin. Dans l'immédiat, on ne fait rien. On peut faire ultérieurement une échographie, mais dans l'immédiat, on ne fait rien. La cytologie maligne, on opère.
Alors, le problème, c'est quand on est dans les situations indéterminées qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, il part des tests moléculaires. Mais les tests moléculaires, il faut dire aux malades, les informer des avantages potentiels, des limites, des possibles incertitudes, des implications. Donc, on n'a pas la réponse à 100% de bénignité ou de malignité. Et il recommande, là, que ce soit fait au niveau de laboratoires certifiés CLIA. CLIA, c'est Clinical Laboratory Improvement, etc. Et SCAP, c'est College of American Pathologists ou leur équivalent internationaux. Donc, on ne retrouvera sûrement pas ces laboratoires certifiés ici en Algérie. Et je pense qu'il faut oublier les tests moléculaires. Donc, les goitres multinodulaires, on en a parlé, donc peut-être que je vais passer. Donc, on l'évalue de la même façon qu'un nodule solitaire, sauf qu'il y a plusieurs nodules. Lorsqu'il y a plusieurs nodules présents, la cytoponction, donc, il faut choisir le nodule le plus suspect. Maintenant, si aucun nodule a un profil échographique de risque élevé ou modéré, multiples nodules similaires de faible ou très faible risque, confluents sans parenchyme environnant normal, là, la probabilité de la malignité est faible et donc on ponctionne. Là, on choisit les plus gros nodules ou on continue la surveillance sans cytoponction. Maintenant, le suivi des nodules, les bénins, qu'est-ce qu'on fait? Si on peut avoir un bénin, mais le risque échographique est élevé. Donc, dans cette situation-là, on répète l'échographie et la cytoponction échoguidée dans les 12 mois. Si on est dans risque intermédiaire ou élevé, on le fait dans 1 an, 2 ans. Si croissance, on peut soit répéter la cytoponction ou continuer la surveillance. Si on est à très faible risque, donc il ne pense pas utile de faire une surveillance échographique et de guetter l'augmentation de volume du nodule pour refaire donc une cytoponction. Ils disent que ce n'est pas nécessaire. Si on fait une échographie, on la refait à plus de 24 mois. Et il n'y a pas de recommandation. En tout cas, les preuves sont faibles et insuffisantes pour recommander de faire une cytoponction. Maintenant, le problème, quand on est dans la situation d'un nodule de moins de 5 mm sans forte suspicion échographique, là, il ne nécessite pas de suivi de routine et si répété, c'est au-delà de 2 ans. Donc, un nodule moins de 5 mm sans signe échographique, donc il n'y a pas d'intérêt à le... Alors, les nodules qui ne remplissent pas les critères de cytoponction, donc risque échographique élevé, il faut répéter l'échographie tous les 6 à 12 mois, risque échographique faible à intermédiaire, répéter l'échographie tous les ans à 2 ans, risque très faible qui comprennent les nodules spongiformes et kystes purs. Là aussi, l'utilité et l'intervalle pour le risque de malignité ne sont pas connus si on le répète au-delà de 24 mois. Moins de 5 mm sans caractère échographique suspect, ce n'est pas nécessaire de faire un suivi échographique de routine. Si on le fait, l'échographie doit être répétée au-delà de 24 mois ou plus. Maintenant, on n'a pas parlé de celui de 5 mm. Donc, quand on a un nodule de moins de 5 mm avec signe échographique suspect, là, il faut voir le contexte. Si on est dans un contexte à risque, antécédents familiaux, donc là, peut-être qu'il faut opérer ou faire les marqueurs ou opérer. Alors ici, vous ne voyez pas. Donc ici, on va peut-être passer sur cette diapo. Ben, elle n'est pas très visible. Ah oui. Comme vous recevez souvent des patients, on vous envoie patients à qui on a découvert un micronodule au cours d'un écho-doppler du cou ou au cours d'un scanner. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez des éléments de suspicion échographique, donc il faut redemander une échographie, faire une échographie. Là, s'il n'y a pas de suspicion, d'éléments de suspicion échographique, qu'on est devant un patient qui a une durée de vie limitée et des comorbidités, on le laisse tranquille. Si on est dans la population générale et que le sujet est âgé de moins de 35 ans, que son nodule est moins de 1 cm, là aussi, on ne fait rien. Il n'y a pas d'évaluation ultérieure. On évalue que si le nodule est supérieur à 1 cm et à l'échographie. Maintenant, quand le sujet a plus de 35 ans, moins de 1,5 cm, on ne fait rien. Pas d'évaluation. Au-delà de 1,5 cm, on évalue. On a parlé de la problématique du surdiagnostic, c'est-à-dire qu'il y a une maladie véritable, mais cette maladie n'aurait jamais été perçue ou n'aurait modifié ni la qualité de vie, ni la durée de vie. Donc, en ce moment, pour le diagnostic du nodule thyroïdien, il y a un surdiagnostic qui est un problème majeur de santé publique, qui entraîne un surtraitement, qui entraîne les complications de la chirurgie, un traitement substitutif à vie, des hypocalcémies comme complications, atteintes récurrentielles, un coût économique important. Donc, il existe, on le sait, donc un surdiagnostic des micronodules de signification clinique incertaine, parfois ils sont insignifiants, avec une inflation d'examen et parfois des chirurgies inutiles, voire délétères. La démarche diagnostique rigoureuse, donc, elle est basée sur 3 éléments clés qu'on a vu, clinique, une échographie de bonne qualité. On n'a pas parlé de l'opérateur, donc c'est opérateur dépendant l'échographie.
la cytoponction si elle est nécessaire. On pose la question, y a-t-il un bénéfice à dépister à un stade précoce un cancer qui peut-être jamais ne s'exprimera au cours de la vie? La question qu'est-ce posée, parfois il y a plus de risques et de désagréments. Je vous ai parlé tout à l'heure du cancer de la thyroïde. Donc le papillaire, il tient la plus grande place. Ici, on a d'autres qui sont beaucoup plus rares. Et ici, dans le papillaire, il y a plusieurs variantes. Et cette variante qu'on a vue tout à l'heure, le folliculaire variante encapsulée, donc sans invasion. Donc ici, c'est celle-là peut-être qui augmente. C'est un cancer indolent qui peut rester tranquille toute la vie. Mais le problème avec ce cancer, c'est-à-dire on ne peut pas faire le diagnostic à la cytoponction, on est obligé de l'opérer, il faut faire une lobectomie. Donc, et c'est en examinant donc, la pièce histologique qu'on verra s'il y a effraction ou embole. On va passer sur cette Bethesda, on l'a déjà vu. Est-ce qu'il faut traiter? C'est une question importante. Il ne faut pas traiter. Il est inutile de traiter les adénomes thyroïdiens. Et la recommandation, je vais vous la lire, attendez. Ce n'est pas très visible, mais le traitement freinateur systématique pour les nodules thyroïdiens bénins dans la population suffisante en iode n'est pas recommandé. Et c'est une forte recommandation. Preuve de haute qualité. Inutile de traiter. Les patients individuellement avec nodules thyroïdiens bénins solides ou principalement solides qui sont suspectés de n'avoir pas un apport adéquat en iode, si les apports alimentaires sont inadéquats, constatés ou suspectés, on peut le supplémenter en iode 150 microgrammes par jour. Et il n'y a pas de données pour guider les recommandations sur l'utilisation du traitement par hormone thyroïdienne chez les patients qui présentent des nodules thyroïdiens qui augmentent de volume et qui sont bénins à la cytologie. Donc, en gros, retenez qu'il n'y a aucune utilité à prescrire un traitement médical et qu'il y a plus de risques que de bénéfices. L'intervention, donc, bien sûr, quand on a cytologiquement indéterminé, on fait une lobectomie, c'est l'approche chirurgicale recommandée. Là, on ne va pas parler des tests moléculaires qui peuvent être modifiés en fonction de caractéristiques cliniques ou échographiques. Si par exemple, le problème avec quand on fait une lobectomie et à l'histologie, on trouve des éléments agressifs, on est obligé de réintervenir. Et là, parfois, il y a le choix du patient qui rentre en ligne de compte. On lui donne, pour réduire le volume des nodules thyroïdiens bénins, maintenant, il y a des alternatives. On peut, les modalités d'ablation chimique ou thermique, laser ou radiofréquence. Peut-être qu'en Algérie, il faut développer ça pour opérer le moins possible de patients. Et ils disent que l'ablation thermique, radiofréquence ou laser a une efficacité et innocuité élevée dans le traitement des nodules thyroïdiens solides bénins. Donc, c'est une alternative valable à la chirurgie. Je ne vais pas parler de ça, c'est trop long. Donc, qu'est-ce qu'il reste des indications chirurgicales? Donc, tout résultat cytologique malin ou suspect, des nodules de plus de 4 cm qu'on peut du reste détruire par thermoablation. Donc, c'est une alternative. En présence de signes compressifs, là aussi, on peut utiliser la thermoablation. Et parfois, quand la surveillance au long cours devient contraignante, des patients qui sont loin, que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout, on peut envisager la chirurgie. En conclusion, la plupart des nodules thyroïdiens bénins et une approche diagnostique qui utilise l'échographie et si indiquer la biopsie et les tests moléculaires, donc on ne le fait pas chez nous, elle facilite le protocole personnalisé basé sur des risques qui favorisent des soins de haute qualité et minimisent les coûts et les tests inutiles. Je vous remercie.